Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet médical assez courant, mais qui soulève souvent pas mal de questions, l'excès d'acide urique. Bonjour, oui, un sujet pertinent. Notre objectif, c'est de décortiquer un peu les informations clés en s'appuyant sur des documents de référence médicale pour faciliter la compréhension et peut-être le dialogue avec son médecin. Exactement. On va voir ce qu'est l'acide urique, pourquoi son taux peut grimper, et puis les liens avec des choses comme la goutte ou les calculs rénaux, la lithiase urinaire comme on dit. On va surtout essayer de répondre aux questions que les patients se posent fréquemment. Absolument. Pour remettre en contexte, l'acide urique, c'est un déchet normal du métabolisme. Mais quand il y en a trop, ce qu'on appelle l'hyperuricémie, ça peut causer des soucis. Comme la goutte. Oui, les crises de gouttes très douloureuses, dues à des dépôts de cristaux dans les articulations. Ou alors la formation de calculs dans les reins, parfois découverts justement lors d'une crise de colique néphritique. Alors justement, commençons par là. Un cas fréquent, quelqu'un découvre un taux d'acide urique élevé suite à une colique néphritique. Comment on explique ce lien? Bah oui, c'est une situation assez typique. En fait, quand l'acide urique est en excès dans le sang, il peut former des microcristaux. D'accord. Ces cristaux, ils peuvent aller se loger dans les articulations, ça c'est la goutte, Mhm. mais ils peuvent aussi s'agglomérer dans les voies urinaires. Et former des calculs. Exactement. Des calculs rénaux, qui sont parfois composés directement d'acide urique. La colique néphritique, c'est cette douleur, souvent terrible, qui arrive quand un calcul bloque l'urétère, le petit tuyau entre le rein et la vessie. Donc la crise de colique peut révéler un problème d'acide urique sous-jacent. Tout à fait. Même si, attention, tous les calculs ne sont pas faits d'acide urique. Il y en a aussi, et même plus souvent, à base d'oxalate de calcium. Mais disons que l'hyperuricémie, elle, peut favoriser différents types de calculs. Logiquement, ça amène une autre question. Pourquoi mon médecin n'a pas dosé mon acide urique avant, lors de mes check-ups réguliers? Ce n'est pas fait chez tout le monde. C'est une excellente question. Et la réponse, basée sur les documents médicaux, c'est non, ce n'est pas un dépistage systématique universel. Ah bon? Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, beaucoup de gens ont un taux d'acide urique élevé, mais sans jamais développer le moindre symptôme. Ni goutte, ni calcul. C'est ce qu'on appelle l'hyperuricémie asymptomatique. Un chiffre élevé mais silencieux en quelque sorte. Voilà. Ce n'est pas considéré comme une maladie en soi. Ensuite, pour le diagnostic de la goutte, par exemple, ce qui compte avant tout, ce sont les symptômes de la crise. La douleur, la rougeur, la chaleur de l'articulation. Plutôt que le chiffre seul. Oui. Et idéalement, la confirmation vient si on arrive à voir les cristaux dans le liquide de l'articulation. Le taux sanguin, lui, peut même être trompeur. On y reviendra. D'accord. Et enfin, un point important, des études assez récentes, les études PEARLS et CKDP, fixes notamment, ont montré qu'il n'y a pas de bénéfice clair à traiter une hyperuricémie qui est asymptomatique, juste pour protéger les reins par exemple. Donc on ne traite pas un chiffre, on traite une maladie quand elle se manifeste. C'est ça. Le traitement n'est généralement commencé que s'il y a des symptômes, gouttes, calculs à répétition. Parlons de l'origine. D'où vient cet excès? Une personne pourrait dire «Je suis un peu en surpoids», d'accord, mais comment j'ai attrapé ça? Surtout que je ne bois jamais d'alcool et pourtant j'ai fait une crise de goutte. C'est très pertinent comme remarque, parce que l'alcool, ce n'est qu'un facteur parmi d'autres, et souvent, pas le principal. Les sources pointent plusieurs causes possibles. Comme quoi, par exemple? La plus fréquente et de loin, c'est la génétique. Une prédisposition familiale où les reins ont un peu plus de mal à éliminer l'acide urique. Ah oui, donc on peut hériter de ça. En quelque sorte, oui. Ensuite, bien sûr, il y a l'alimentation. Une alimentation riche en purine. Viande rouge, abats, foie, rognons, riz de veau, tout ça. Certains fruits de mer aussi. Les anchois, les sardines, les moules. Et les boissons? Alors, les boissons sucrées au fructose, type soda, jus de fruits industriels, ça augmente la production d'acide urique. Et la bière, même sans alcool, est particulièrement pointée du doigt car elle contient des purines. L'alcool fort aussi peut jouer. Donc, on peut tout à fait avoir de la goutte sans toucher à l'alcool si d'autres facteurs sont là. Absolument. Le surpoids, l'obésité, le syndrome métabolique en général, ce sont des facteurs de risque bien établis. Il y a aussi certaines maladies particulières, l'insuffisance rénale, qui réduit l'élimination, le psoriasis, certains cancers. Et des médicaments? Oui, certains diurétiques par exemple, l'aspirine à faible dose peut légèrement augmenter le taux chez certains, la cyclosporine. Il y a aussi des causes plus rares, comme une production excessive par le corps, ou même une intoxication au plomb, ou le jeûne prolongé.
Ça fait beaucoup de possibilités en fait. On comprend mieux pourquoi le lien avec l'alcool n'est pas systématique. Exactement. L'image un peu ancienne de la goutte maladie des bons vivants est très réductrice. C'est souvent une combinaison de facteurs. Abordons la prise en charge. Un autre cas de figure. J'ai fait une deuxième crise de goutte 2 ans après la première. Mon acide urique est élevé, mais le médecin a juste traité la crise, il ne m'a pas proposé de traitement de fond alors que je sais que ça existe. Pourquoi? C'est une situation qui demande effectivement une explication, car il y a vraiment deux stratégies différentes, deux temps dans la prise en charge. Le traitement de la crise d'abord, j'imagine. Oui, le premier temps, c'est le traitement de la crise aiguë. L'objectif immédiat, c'est calmer la douleur et l'inflammation le plus vite possible. On utilise le repos, la glace et des médicaments comme la colchicine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les ASNI ou parfois des corticoïdes. Ça soulage sur le coup. Ça soulage, mais ça ne règle pas le problème de l'excès d'acide urique. Et c'est là qu'intervient le deuxième temps possible, le traitement de fond. Celui qui fait baisser le taux. C'est ça. Le traitement dit hypouricémiant. Les médicaments les plus connus sont l'allophénol, le fébusostat. Le but, c'est de faire baisser durablement le taux d'acide urique dans le sang en dessous d'un certain seuil. Quel seuil? En général, on vise moins de 360 micromoles par litre ou 60 mg litre. Parfois même plus bas, sous 300, s'il y a des dépôts visibles sous la peau qu'on appelle des tophis. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est de dissoudre les cristaux qui sont déjà là dans les articulations ou ailleurs, et surtout d'empêcher que de nouveaux se forment. C'est un traitement préventif pour éviter les futures crises, les calculs et les dommages aux articulations sur le long terme. C'est souvent un traitement à vie. Mais alors, pourquoi le médecin ne l'a pas proposé dans ce cas, après une deuxième crise? Parce que la décision de commencer ce traitement de fond, elle ne dépend pas juste du chiffre d'acide urique ou du fait d'avoir eu une crise. Les recommandations disent qu'on le propose surtout si les crises deviennent fréquentes, par exemple plus de 2 par an, D'accord? ou s'il y a déjà des complications, des tophis, des signes d'atteinte articulaire chronique sur les radios, des calculs rénaux d'acide urique, ou aussi si les traitements de la crise sont mal supportés ou contre-indiqués. Donc 2 crises en 2 ans, ça peut être considéré comme pas encore assez fréquent pour justifier un traitement à vie. C'est possible. Le médecin a pu juger que le bénéfice d'un traitement quotidien à vie ne l'emportait pas encore sur les contraintes et les risques potentiels, même s'ils sont faibles. Mais c'est typiquement le genre de décision qui doit être discutée entre le médecin et le patient. Et il y a une précaution particulière quand on commence ce type de traitement? Oui, et c'est très important de le savoir. Paradoxalement, quand on commence un traitement comme l'allopurinol, ça peut déclencher des crises de gouttes au début. Ah oui? Comment ça se fait? On pense que la baisse rapide du taux d'acide urique dans le sang déstabilise en quelque sorte les cristaux qui étaient stockés tranquillement dans les articulations et ça provoque une inflammation. D'accord, il faut être prévenu. Exactement, c'est pour ça qu'on commence toujours par une petite dose, on augmente très progressivement sur plusieurs semaines ou mois. Et souvent, pendant les premiers mois, on donne en même temps un peu de colchicine ou un anti-inflammatoire à faible dose pour prévenir ces crises de démarrage. Donc patience et progressivité. Ce sont les maîtres mots, oui. Très clair. Côté alimentation, quels conseils concrets on peut donner pour aider à faire baisser l'acide urique? Alors il faut être honnête, les mesures diététiques seules font rarement des miracles sur un taux très élevé d'origine génétique. Mais elles ont un effet modeste mais réel, et surtout elles sont importantes pour la santé globale. Qu'est-ce qu'on recommande le plus souvent? Côté boisson, la priorité absolue, c'est de réduire fortement, voire d'arrêter la bière, même sans alcool, et les alcools forts. Réduire aussi beaucoup les sodas et les jus de fruits industriels à cause du fructose. Et boire de l'eau? Ah oui, ça c'est essentiel. Boire beaucoup d'eau, au moins 1,5 litre, voire 2 litres par jour, ça aide les reins à diluer et à éliminer l'acide urique. C'est vraiment la base. Le café et la vitamine C, si on n'a pas de contre-indication, pourraient aussi avoir un petit effet bénéfique. Et pour les aliments? Réduire la consommation des aliments les plus riches en purine, viande rouge, abats, certains poissons gras et fruits de mer comme les anchois, sardines, harengs, moules. Préférez les viandes maigres, la volaille. Et à l'inverse, des aliments à favoriser? Oui. Les produits laitiers allégés en matière grasse, lait écrémé, yaourts, semblent plutôt protecteurs. Les cerises sont aussi souvent citées comme potentiellement bénéfiques. Et quid des légumes comme les épinards, les champignons, les lentilles, qui contiennent aussi des purines? C'est un point intéressant. Une des sources consultées, Amélie, suggère que les purines d'origine végétale poseraient moins de problèmes que celles d'origine animale. Donc, pas forcément besoin de les supprimer drastiquement. L'important, c'est surtout d'avoir une alimentation globalement équilibrée, pas trop riche en graisses saturées et en sucre. Passons à une autre situation qui peut laisser perplexe. Quelqu'un dit:
J'ai fait une crise de goutte typique. Mon gros orteil était horrible. Mais la prise de sang faite à l'hôpital à ce moment-là montrait un taux d'acide urique normal. Je ne comprends pas. Ah oui, ça, c'est un grand classique et c'est très déroutant pour les patients. C'est un phénomène bien connu et qui est même écrit noir sur blanc dans les manuels médicaux comme le MSCD. Le taux peut être normal en pleine crise. Exactement. Pendant une crise de goutte aiguë, très inflammatoire, le taux d'acide urique dans le sang peut chuter temporairement et se retrouver dans les limites de la normale, voire même bas. On ne comprend pas parfaitement le mécanisme, mais c'est une réalité. Donc un résultat normal à ce moment-là ne permet pas d'éliminer le diagnostic de goutte. Absolument pas. C'est pour ça que le diagnostic ne repose jamais uniquement sur ce dosage fait en urgence. Il faut tenir compte de la clinique. Les symptômes sont souvent très caractéristiques. Et le gold standard, la preuve absolue, c'est de trouver les cristaux d'urate dans le liquide de l'articulation si on peut le ponctionner. Et il faut refaire une prise de sang plus tard. Oui, il est recommandé de recontrôler le taux d'acide urique à distance de la crise, quelques semaines après, quand l'inflammation est calmée. Là, le chiffre sera plus représentatif du taux habituel de la personne. Parlons du poids. Une personne obèse avec un acide urique élevé. Elle se demande, est-ce que je dois maigrir? Mais j'ai un peu peur, j'ai entendu dire que si on perd du poids trop vite, ça peut déclencher une crise de goutte. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? C'est une question très légitime. D'abord, oui, l'obésité est un facteur de risque très important d'hyperuricémie et de goutte. Donc, perdre du poids quand on est en surpoids ou obèse, c'est clairement recommandé. C'est bénéfique pour l'acide urique, à terme, et pour plein d'autres choses. La tension, le diabète, le cœur. Mais ce risque de déclencher une crise en maigrissant, il est réel? Il peut exister, oui, surtout si la perte de poids est très rapide ou si le régime est très restrictif, un peu déséquilibré. Les sources insistent toutes sur l'importance d'une perte de poids progressive. Doucement mais sûrement, en quelque sorte. C'est exactement ça. Viser une perte de poids graduelle, par exemple 5 à 10% du poids initial sur plusieurs mois, pas en quelques semaines. On pense qu'une perte de poids trop brutale pourrait, un peu comme le début du traitement de fond, mobiliser les stocks de cristaux et provoquer une crise. Donc le message c'est, oui, maigrir est bénéfique, mais faites-le progressivement et si possible avec un accompagnement médical ou diététique pour le faire bien. Tout à fait. On arrive à la dernière situation, peut-être la plus complexe. Une personne a une insuffisance rénale, disons, très légère. Son acide urique est élevé, mais, point important, elle n'a jamais fait de crise de goutte, jamais eu de calcul. Pourtant, son médecin lui propose de commencer de l'allopurinol, le traitement de fond. Elle hésite. Que lui dire? C'est vrai que c'est une situation délicate, où la réponse n'est pas forcément évidente et où la discussion avec le médecin est primordiale. Quels sont les arguments pour et contre, disons? D'un côté, on sait que l'insuffisance rénale, même légère, réduit la capacité des reins à éliminer l'acide urique. Ça peut expliquer pourquoi le taux est élevé. Et on pourrait se dire qu'un taux qui reste élevé en permanence chez quelqu'un qui a déjà les reins un peu fragiles, ce n'est peut-être pas idéal à long terme. L'allopurinol fait baisser le taux, c'est sûr. Et de l'autre côté? L'absence de symptômes. Exactement. On revient à ce qu'on disait, l'hyperuricémie asymptomatique. Les grandes études récentes, comme CKD-FIX ou PEARLS, ont spécifiquement cherché à savoir si traiter cet excès d'acide urique sans symptômes chez des patients avec une maladie rénale chronique permettait de protéger les reins, de ralentir la dégradation. Et la réponse? La réponse a été plutôt non. Ces études n'ont pas montré de bénéfices clairs sur l'évolution de la fonction rénale. Du coup, les recommandations générales, par exemple celle d'Amélie en France, disent plutôt que le traitement de fond est indiqué une fois que le diagnostic de goutte est confirmé par des symptômes. Donc, traiter juste le chiffre, même avec une petite insuffisance rénale, ça semble moins justifié aujourd'hui. Disons que ça va un peu à l'encontre de ces données récentes pour l'objectif de protection rénale pure. Après, le médecin a peut-être d'autres arguments, une évaluation du risque individuel de développer une goutte ou des calculs qui lui semblent élevés, ou une autre raison spécifique. L'hésitation de la patiente est donc compréhensible. Oui, tout à fait. Dans ce cas, il est essentiel qu'elle puisse avoir une discussion très ouverte avec son médecin. Pourquoi me proposez-vous ce traitement maintenant, alors que je n'ai pas de symptômes? Quels sont les bénéfices attendus spécifiquement pour moi? Quels sont les inconvénients potentiels? Pour prendre une décision éclairée et partagée. Parfait. Pour finir, si on devait synthétiser les messages vraiment clés pour les personnes qui découvrent qu'elles ont trop d'acide urique. Je dirais, premièrement, l'excès d'acide urique, c'est souvent une histoire de famille, de génétique, mais le mode de vie compte aussi. Deuxièmement, Il peut causer des crises de gouttes très pénibles ou des calculs.
Mais beaucoup de gens vivent avec un taux élevé sans jamais avoir de soucis. L'hyperuricémie asymptomatique, ce n'est pas une maladie à traiter systématiquement. Troisième point clé. Le diagnostic de la goutte, c'est avant tout les symptômes. Le taux sanguin peut être normal en pleine crise. Ne vous y fiez pas aveuglement. Ensuite, Il faut bien distinguer le traitement qui calme la crise du traitement de fond qui prévient les récidives. Ce dernier n'est pas automatique, il se discute, et s'il est commencé, c'est souvent pour longtemps, voire à vie. et il faut de la patience au début. Oui, patience et progressivité pour le traitement de fond et pour la perte de poids si elle est nécessaire. Les conseils diététiques sont utiles, mais dans une approche globale. Et enfin, le cas particulier de l'hyperuricémie sans symptômes. En général, on ne la traite pas avec des médicaments, même s'il y a une petite insuffisance rénale associée, sauf discussion spécifique et argumentée avec son médecin. Et pour bien communiquer avec son médecin, quels sont les points essentiels à avoir en tête? Je crois que l'essentiel, c'est de comprendre la logique. Pourquoi on traite ou on ne traite pas? Quelle est la différence entre l'action immédiate sur la crise et l'action préventive du traitement de fond? Comprendre que ce dernier est un engagement au long cours. Il faut oser poser des questions sur les objectifs, les seuils visés, les raisons d'une stratégie. Surtout quand la situation n'est pas standard. C'est une maladie chronique, ça se gère en équipe. Très bien. Et pour nous laisser sur une réflexion, une pensée finale pour aller plus loin. Mais on a beaucoup parlé de gouttes et de calculs, qui sont les conséquences les mieux connues, mais la recherche explore aussi de plus en plus les liens possibles entre un taux d'acide urique élevé et d'autres problèmes de santé, notamment cardiovasculaires ou métaboliques. Même si les preuves ne sont pas encore suffisantes pour changer les pratiques. Exactement. On n'en est pas à traiter l'hyperuricémie asymptomatique pour prévenir un infarctus, mais ça nous rappelle que l'acide urique, ce n'est pas juste une histoire d'articulation ou de rein. C'est un marqueur qui s'inscrit dans un contexte métabolique plus large, et sa gestion, finalement, elle invite souvent à une prise en charge globale de la santé. Le poids, la tension, l'alimentation, l'activité physique. Prendre soin de son acide urique, c'est souvent prendre soin de soi sur plusieurs fronts. Une approche globale donc. Merci beaucoup pour cette exploration très claire et très complète. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À bientôt.